Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. J'espère que vous avez la forme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous pouvez prendre 2 petites secondes, si vous êtes sur YouTube, pour vous abonner. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Deezer, Google, Amazon, peu importe, n'oubliez pas de laisser une review de 5 étoiles. Ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et tous les futurs épisodes. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous retrouver derrière ce micro pour un nouvel épisode solo. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas fait ça. Je m'en veux un petit peu, je vous avoue, j'ai tellement de choses à vous dire. Il s'est passé tellement de choses au cours de ces derniers mois. Et je me notais régulièrement des sujets de podcast à faire. Mais avec la prépa Ironman, le temps passait tellement vite, les projets s'enchaînaient tellement vite que à chaque fois, je repoussais à plus tard l'enregistrement des épisodes solo. Et je me suis dit, putain, je vais jamais y arriver. Et là, je suis enfin de nouveau face à cette caméra, derrière le micro. Je me suis dit, ce premier épisode solo avec un petit nouveau format, ça marque le début d'une longue série pour toute la suite de la prépa, tout simplement. Donc, laissez-moi vous expliquer quel va être ce nouveau format. Donc, sur cette chaîne de podcast, il va y avoir les formats, comme vous connaissez, avec des invités. Et il va y avoir les formats que vous connaissez également, que j'ai déjà fait solo, où je vais vous parler de sujets bien précis avec des recherches pour vous aider dans votre vie au quotidien. Ça peut être des sujets sur la musculation, sur la productivité, le développement personnel, la diète, tout ça. Et le troisième type de sujet, c'est celui que je vais faire aujourd'hui. Ça va être des formats beaucoup plus raw, beaucoup plus authentiques, qui vont me servir à moi également comme un espèce de journal de bord où je vais simplement documenter un petit peu ma préparation, mon évolution en tant qu'entrepreneur, en tant qu'athlète et en tant que sportif et créateur de contenu. Et là, ça tombait super bien parce qu'avec cette prépa Ironman que je fais actuellement, on y reviendra juste après, j'ai appris tellement de choses, que ce soit sur le sport, sur la muscu, le triathlon, le fait de gérer tout ça. J'ai tellement de choses à vous dire que je me suis dit, vas-y, Baz, il faut que tu t'y remettes, reprends les épisodes solo. Et en fait, ça va juste être une extension des vlogs que je fais sur YouTube. On a 3 types de formats aujourd'hui. On a le format TikTok, Instagram, où c'est vraiment du court, c'est des stories, des réels, des posts. Ensuite, on a le format que j'ai sur YouTube, où c'est vraiment des vlogs qui durent 20, 30, voire même parfois 40 minutes. Et j'ai décidé de reprendre là ces podcasts solo, où c'est vraiment l'extension et où je peux exprimer l'intégralité de ma pensée sans être limité par la durée du contenu et tout simplement discuter avec vous de tout et de rien, de choses très intéressantes, de choses sur lesquelles je me suis renseigné pour vous apprendre des trucs, mais aussi vous apprendre des choses de par ma propre expérience, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent depuis plusieurs années et si je peux vous faire passer tout simplement du bon temps, sans prétention et vous divertir, c'est juste trop cool. Donc ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de reprendre le micro? Tout simplement parce que si vous avez suivi, je suis actuellement depuis un peu plus de 20 semaines maintenant en train de préparer le plus gros challenge sportif de ma vie qui est l'Ironman. L'Ironman de Tallinn le 24 août 2024. Au moment où je vous filme ce podcast, nous sommes le lundi 13 mai. Et donc dans un peu moins de 100 jours, j'ai le tout premier Ironman full de toute ma vie qui se déroulera donc à Tallinn en Estonie le 24 août 2024. Avant de faire un Ironman, donc pour ceux qui ne savent pas, un Ironman, c'est un triathlon. Lorsque vous faites du triathlon, vous avez plusieurs distances. On a distance S, M, L et XL. Et en fait, l'Ironman, c'est tout simplement un triathlon XL. Bien évidemment, des triathlons, il y en a plein partout dans le monde, dans tous les pays, dans toutes les villes. Et l'Ironman, en fait, c'est vraiment une entité à part. C'est vraiment un branding. C'est comme le CrossFit. En gros, un Ironman, c'est vraiment je vais pas dire un lobby parce que c'est quelque chose de négatif, mais c'est vraiment un nom déposé, une marque déposée. Il y a des triathlons qui ont les mêmes distances que le Ironman, mais le Ironman, c'est un truc à part entière. Tout comme le CrossFit, c'est une appellation protégée, c'est le CrossFit. Donc l'Ironman full, en quoi ça consiste? C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, un triathlon. Un triathlon, tu commences par de la natation, ensuite tu enchaînes avec du vélo et tu termines par de la course à pied. Les distances de l'Ironman, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, soit l'équivalent d'un marathon. Généralement, quand tu es sportif, il te faut 10 à 12 mois de préparation pour un Ironman. Donc, c'est vraiment quelque chose de gros, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, extrêmement énergivore, parce que tu dois t'entraîner environ 10 fois par semaine, on y reviendra juste après. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est cher, ça on en reviendra je pense dans un autre épisode, mais c'est la consécration de
plus de 10 à 12 mois d'entraînement. Et pour commencer ce podcast, déjà j'aimerais vous expliquer pourquoi un petit peu je me suis lancé dans cette aventure plus ou moins folle, on va dire, de l'Ironman. Tout simplement parce que voilà, maintenant ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la musculation, que je documente tout sur Instagram depuis 2015. Là on est en 2024, dites-vous, ça fait 9 ans que je poste quotidiennement sur Instagram. YouTube, depuis 2017, je documente tout, donc un petit peu plus de 7 ans maintenant. Et au début, comme vous le savez, j'ai fait de la gym à plus ou moins haut niveau pendant plus de 20 ans. Ensuite, musculation. Et j'ai toujours voulu garder un bon physique, des bonnes performances. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu être un bodybuilder, jamais voulu être un powerlifter. J'ai toujours voulu avoir un physique, on va dire, de bodybuilder médiocre et des perfs de powerlifter médiocres. Parce que comme vous le savez, vous ne pouvez pas exceller dans tous les domaines. Tu as deux options. Soit tu décides d'exceller dans un seul domaine au détriment de certains autres domaines, soit tu décides d'être bon, voire peut-être très bon dans quasiment tous les domaines, mais tu ne seras jamais le meilleur partout. Moi, j'ai choisi cette deuxième option, comme vous le savez aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu avoir un bon physique, c'est-à-dire une bonne masse musculaire, rester plus ou moins sec, tout en ayant des grosses perfs. Pas dissocier les deux. Et au fur et à mesure de cette quête d'être complet, je me suis dit, mais putain, il me manque le cardio quand même. Je suis quand même là à dire je veux être un athlète complet et je suis même pas capable de courir longtemps. J'ai jamais fait de marathon, j'ai jamais fait de course officielle. C'est pourquoi en 2022, je me suis dit je vais faire un marathon. Je me suis lancé dans l'objectif de Paris, marathon de Paris 2022. J'avais 10 semaines de préparation au cours desquelles je me suis dit objectif sub 4 heures. C'était donc il y a 2 ans, 2022. Tout s'est passé correctement. J'ai fait 10 semaines de prépa jusqu'à arriver au jour J où j'ai fait le marathon de Paris en exactement 3h59 et je crois 30 ou 40 secondes. Donc j'avais l'objectif sub 4 heures et j'ai littéralement fait juste en dessous de 4 heures. J'ai couru à une allure moyenne de 5 minutes 43. C'était une grosse consécration pour moi parce que je courais quasiment jamais de ma vie des longues distances et le fait d'avoir fait ce marathon, comme vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé dans certains podcasts et dans ma vidéo sur le marathon de Paris, au moment où j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai ressenti des émotions et des sensations de fou que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et moi, je suis quand même quelqu'un, je ne vais pas dire de renfermé, mais qui ne montre pas forcément ses émotions et qui a du mal par rapport à certaines autres personnes à ressentir les choses. Et du coup, quand j'ai ressenti ça en passant la ligne d'arrivée du marathon, je me suis dit, putain, en fait, c'est vraiment quelque chose. Et ça m'a fait trop du bien et ça m'a donné cette volonté et cette soif de retrouver ça ailleurs. Donc après ce marathon, je me suis remis un petit peu dans le power, dans la force parce que j'avais perdu mes perfs, donc je voulais les retrouver. Et au final, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, ok, prendre plus de perfs au niveau de la force, par exemple sur un squat, un soulevé de terre, ça prend énormément de temps pour pas grand-chose au final parce que je ne suis pas quelqu'un de compétitif. Je ne suis pas dans une fédération de force, je ne fais pas des compétitions. Pareil, au niveau du physique, pourquoi gagner 1 kg de muscle qui ne se verra quasiment pas alors que je ne fais pas de compétition? C'est pourquoi je me suis dit, vas-y, arrête de chercher un petit peu plus au niveau des perfs et essaie de te mettre beaucoup plus dans le cardio tout en gardant tes perfs à côté. C'est ça qui est très important. Et c'est dans quoi je me suis lancé du coup pour, dans un coin de ma tête, j'avais cet objectif d'Ironman. Donc l'année dernière, début 2023, j'ai testé ma VMA, j'ai testé mes performances aussi sur le vélo dans un centre avec vraiment les vraies mesures pour me lancer dans cette grande aventure de l'Ironman. C'était vraiment dans un coin de ma tête, je ne savais pas quand, je ne savais pas comment. Je voyais éventuellement Nice qui me repoussait du coup à 2024. Et je me suis dit, vas-y, je vais garder ça dans un coin de ma tête. Ensuite, comme vous le savez, j'ai eu l'opportunité de faire un ultramarathon, le Half Marathon des Sables, dans le désert du Sahara au Maroc. Et du coup, j'ai dû couper un petit peu mon début de prépa Ironman pour courir beaucoup plus. Voilà, j'avais commencé à ressortir le vélo, j'avais commencé éventuellement à nager. Mais quand j'ai appris que j'allais faire 130 km dans le désert, je me suis dit, ok, pour l'instant, ça ne sert à rien de nager, ça ne sert à rien de faire du vélo. Il faut que je cours pour progresser en course à pied. Et les autres trainings que je pourrais faire, ça sera des trainings muscu pour garder mes perfs et garder mon physique. Donc pendant 2-3 mois, je me suis entraîné pour le Half Marathon des Sables que j'ai fait du coup en octobre 2023. Je vous ai fait un podcast complet là-dessus, je vous ai fait une vidéo complète là-dessus qui a d'ailleurs fait plus de 100 000 vues. Ça me fait super plaisir parce que c'est vraiment une vidéo qui dure 40 minutes, type documentaire dans lequel j'ai mis le plus gros budget. Voilà, là on est sur le podcast, donc c'est vraiment ici que je suis raw et authentique à 100%. C'est une vidéo qui m'a coûté juste sur le montage et l'editing plus de 1100 €, je crois, ou 1200 €. Donc voilà, c'était vraiment mon plus gros budget, plus le déplacement, etc.
Donc je suis content que la vidéo vous ait plu, qu'elle ait fait plus de 100 000 vues. Et voilà, octobre 2023, j'ai donc terminé le Half Marathon des Sables. Et je m'étais dit, en plus, faire un challenge comme ça, 130 km dans le désert, sur 3 jours, avec mon sac à dos de 10 kg, avec ma propre nourriture, ça va forcément bosser de une, ma condition physique, et de deux, mon mental. Parce que si je ne suis pas capable de faire ça, comment je peux prétendre par la suite à faire un Ironman? C'est donc pour ça que je me suis dit, ce Half Marathon des Sables, ces 130 km dans le désert, vont être une première étape dans ma préparation pour le Ironman. J'ai terminé donc cet ultramarathon, qui était mon premier ultramarathon, fin octobre. Ensuite, il y a eu tout le mois de novembre qui s'est écoulé, qui était un mois transition, où j'ai commencé à reprendre un petit peu la muscu, la course à pied, où j'ai commencé à réfléchir à ce projet de l'Ironman. Et la prépa officielle a commencé, on va dire, courant décembre. En début de la prépa Ironman, je voulais retester mes perfs sur le squat, bench, deadlift. Et j'ai commencé à réfléchir à mon objectif. Et l'objectif est tombé. Je vous l'ai dit dans une vidéo YouTube, je ne vous l'ai jamais dit encore dans un podcast. Peut-être j'en ferai un autre à part là-dessus. Mais l'objectif ultime pour cette année, c'est faire un Ironman en moins de 12 heures et conserver un squat, bench, deadlift avec un total de 600 kg. C'est-à-dire que sur le squat, le bench et le deadlift, si j'additionne mes 3 perfs, je dois faire 600 kg, peu importe la répartition. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, en ce lundi 13 mai, depuis plus de 20 semaines, je travaille pour valider et courir un Ironman en moins de 12 heures, tout en gardant un SBD à 600 kg. C'est dur, ça prend du temps, et bordel, c'est beaucoup plus chronophage et énergivore que ce que j'aurais imaginé. Et donc si je vous fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que dans cette préparation pour le Ironman, là je viens de terminer ma semaine 19 sur laquelle on va revenir parce que c'était une semaine très importante. Pour préparer un Ironman, il y a ce qu'on appelle des Ironman 70.3. C'est tout simplement la moitié d'un Ironman, c'est donc un Half Ironman. Donc les distances d'un Ironman 70.3, c'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, donc un semi-marathon. C'est tout simplement un Ironman divisé par 2 au niveau des distances. Et c'est une étape plus ou moins obligatoire. Forcément, vous pouvez faire un autre triathlon. C'est pas obligé d'être un Ironman, parce que comme je l'ai dit, c'est une appellation bien propre. C'est une étape quasi obligatoire lorsque vous préparez un Ironman pour plusieurs raisons. Déjà, de une, ça va te permettre de faire une course officielle. De deux, ça va te permettre de préparer tes transitions sur une vraie course avec du monde. Parce que forcément, quand tu nages tout seul dans une piscine, c'est cool. Mais quand tu nages à plus de 100, 500, voire 1000 personnes dans un lac ou dans la mer, c'est pas du tout pareil. Et c'est quelque chose que j'appréhende, on en reviendra juste après. Et ça te permet ici de travailler tes transitions et de te tester pour voir si tout progresse bien, si tu es capable d'enchaîner natation, vélo, course à pied. Donc, comme c'est une étape obligatoire, je me suis inscrit à un Ironman 70.3 qui aura lieu en Allemagne le 26 mai. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire cet épisode et que je voulais plus procrastiner les épisodes solo parce que quand je vous filme ça, on est à exactement 2 semaines de mon Ironman 70.3. Il a lieu le 26 mai à Kraichgau en Allemagne. C'est à 2 heures de chez moi. Je suis officiellement inscrit et c'est dans exactement 2 semaines et même exactement 13 jours. Donc un peu moins de 2 semaines. Et voilà, donc cet épisode, je vais un petit peu vous raconter pourquoi je me suis inscrit à cet Ironman, en quoi ça va consister, comment j'ai progressé, qu'est-ce que j'appréhende. Et on va aussi revenir sur la semaine que je viens de valider, la semaine 19, qui était une semaine, comme je vous l'ai dit, très importante pour la préparation. Et on y reviendra juste après. Donc, 2 semaines avant mon premier Ironman 70.3, déjà pourquoi j'ai choisi de le faire en Allemagne à Kraichgau, qui est un village même que je ne connaissais absolument pas. Tout simplement parce que comme mon Ironman, il est en août, il fallait que j'ai une préparation aux alentours du mois de mai, mois de juin. Au mois de juin, les seuls Ironman 70.3 qui étaient disponibles, c'était début juin à Varsovie. Après, il n'y en avait pas d'autres. Les seuls qui avaient dispo en mai, c'était en France, Aix-en-Provence, que je voulais éventuellement faire, mais il était sold out. Donc, je ne pouvais pas le faire. Et les autres qui étaient disponibles, c'était en Californie, au Vietnam, aux Philippines. Et le seul qui était à proximité, c'était donc Kraichgau en Allemagne fin mai ou début juin à Varsovie. L'avantage de celui en Allemagne, c'est que c'est littéralement à 200 km de chez moi, 2 heures de voiture, pas besoin de prendre l'avion, c'est pas loin du tout, je peux mettre toutes les affaires et le vélo dans mon coffre et y aller en voiture, c'est extrêmement pratique.
Si j'avais choisi de faire à Varsovie, fallait prendre l'avion. Ça aurait été extrêmement cher. J'aurais dû prendre le vélo dans l'avion, plus le bagage dans lequel j'aurais dû mettre la caméra, la combinaison de natation. Bref, ça aurait été une galère totale. Donc je me suis dit, vas-y, 26 mai, ça tombe parfaitement bien. C'est en Allemagne, pas loin de chez moi. Et je me suis donc inscrit. Une inscription qui m'a coûté quand même plus de 500 €. Je crois même 525 € pour être très exact. Donc oui, un Ironman 70.3, c'est cher. Je suis aussi inscrit du coup pour l'Ironman de Tallinn le 24 août et l'inscription pour l'Ironman Full m'a coûté 750 €, je crois, ou 730 €. Donc déjà là, vous imaginez à quel point c'est un budget. Je pense de toute façon, il y aura une vidéo YouTube ou même un podcast sur le coût total de mon Ironman. Mais là, vous voyez bien, 70.3, ça m'a coûté 500 € l'inscription. Et le Full Ironman, 750 € pour l'inscription. C'est terrible. Mais c'est pour la bonne cause. Au moins, j'aurai mon petit t-shirt Ironman, mon petit sac à dos Ironman. Et surtout, si je le termine, bien sûr, la médaille Ironman. Donc voilà, 2 semaines. Je suis inscrit donc le 26 mai pour cet Ironman 70.3. Comme je vous l'ai dit, 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Donc un semi-marathon. Les Ironman, en fonction de là où tu le fais, ça peut différencier au niveau du profil de course. La natation, ça peut être dans un lac ou dans la mer. Il peut faire chaud ou il peut faire pas chaud du tout en fonction de là où tu es. Par exemple, entre Nice en été ou un pays nordique en hiver, c'est pas du tout pareil. Le vélo, ça peut être du plat tout le long. Il peut y avoir un peu de dénivelé et il peut y avoir beaucoup de dénivelé si tu es en montagne, s'il y a des cols, s'il y a des collines. Et pareil, la course à pied, ça peut être que du plat et il peut aussi y avoir des montées, beaucoup ou peu de dénivelé. Donc déjà, il faut se dire que les temps que tu vas faire sur un Ironman, sur un triathlon ou même sur une course à pied comme un marathon, ça va vraiment dépendre déjà de ton niveau de ta préparation, mais aussi et surtout du profil de la course. Parce que par exemple, j'ai vu que Nice, l'Ironman de Nice, sur le vélo, tu as plus de 2000 mètres de dénivelé, ce qui est énorme. L'Ironman de Tallinn, il y a 0 dénivelé. C'est d'ailleurs pour ça que je fais l'Ironman de Tallinn, parce que vu que c'est mon premier Ironman et que je ne sais pas si je vais en faire d'autres par la suite, c'est indécis, c'est incertain, je me suis dit pour ce premier, autant mettre toutes les chances de mon côté pour faire un bon temps et pour réussir à faire les sub 12 heures. Donc la natation à Tallinn, c'est dans un lac. Sur le vélo, c'est extrêmement plat, il n'y a pas de dénivelé parce que Tallinn, forcément, il n'y a pas de colline, il n'y a pas de montagne. Et la course à pied, pareil, c'est que du plat. Maintenant, pour cet Ironman 70.3, je n'avais pas forcément le choix de choisir où je voulais le faire et je n'ai pas forcément d'objectif de temps. Donc j'ai vu que l'Ironman de Krejgau que je vais faire, le 70.3, la natation c'est dans un lac, donc ça c'est plutôt cool. Le vélo, par contre, j'ai vu que le lieu, le village se nomme The Land of the Thousand Hills. Donc tout simplement, la ville, le village des 1000 collines. Et quand j'ai vu ça, je me dis, mais gros, j'ai littéralement jamais fait de dénivelé. La majorité des séances vélo que j'ai fait, c'était sur mon petit home trainer à la maison. Et les seules sorties que je faisais dehors, c'était que du plat, quasiment aucune montée. Et là, je vois le village des 1000 collines. Comment ça? Donc j'ai vu le profil de course. Et c'est pas tu as un col qui monte pendant longtemps et ensuite tu redescends. C'est littéralement, tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends. C'est que des collines. Imagine-toi une courbe sinusoïdale. Et ben ça, c'est la course que je m'apprête à faire. 90 km avec 860 mètres de dénivelé très exactement. 860 mètres de dénivelé, c'est quand même pas mal. Surtout que je n'ai jamais fait de dénivelé de ma vie. Et ça, on va y revenir dessus sur la semaine 19. Et ensuite, la course à pied, c'est 3 fois la même boucle. Et il y a un total de 120 mètres de dénivelé. Donc 120 mètres, ça va sur la course à pied, c'est pas énorme. Mais vu que c'est 3 boucles, j'ai vu sur le profil qu'il y a 2 grosses montées que je vais devoir faire 3 fois. Donc je sens que je vais faire la première boucle, sachant que ça va être en fin de course après le vélo, je vais être déjà bien KO. Je vais me manger la première boucle avec les 2 montées et je sais que je vais me la manger une deuxième fois et je sais que je vais me la manger une troisième fois. Donc je pense que psychologiquement ça va être assez dur. Donc voilà pourquoi je me suis inscrit à cette course. Elle tombait bien. La natation, ça va se passer dans un lac. Le vélo, c'est une boucle de 90 km avec 860 de dénivelé, full colline, full montée-descente. Et la course à pied, c'est 3 tours dans le village avec 2 grosses montées qui vont donc être faits 6 fois au total. Pour cet objectif de Alpha Ironman, je n'ai pas de temps en tête. L'idée, c'est juste de prendre un maximum de plaisir, parce que c'est très important dans une course, d'arriver préparé, d'arriver en bonne humeur, en bonne forme, pour kiffer la course de A à Z et que ce ne soit pas
un truc que tu subis. J'ai pas envie de subir cette course, j'ai envie que ça me motive pour l'Ironman complet, j'ai envie que ça me motive à continuer la course à pied, la natation et le vélo. Et je sais que si je vais subir la course, ça va mettre un coup au moral. Ça va je vais perdre un petit peu confiance en moi parce que je vais me dire, putain, en fait, c'est horrible, je suis pas fait pour ça. Et de deux, je vais me dire, comment je vais faire si c'est 2 fois cette distance pour le jour J dans un peu moins de 100 jours. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre un maximum de plaisir, avoir des bonnes sensations et surtout prendre un maximum d'expérience avant l'Ironman de Tallinn. Expérience sur nager dans le lac avec plein de monde autour de toi, expérience sur les transitions entre la nage et le vélo et entre le vélo et la course à pied, et aussi l'expérience sur les ravitaillements, sur comment je vais me changer, sur le matériel que je vais emmener, est-ce que je vais prendre que des gels, des boissons, de la nourriture solide. Tout ça, c'est des choses que je ne connais pas du tout, sur lesquelles je suis débutant à 100%. Et donc, ça sera officiellement mon premier triathlon officiel dans 2 semaines. Et je me réjouis. Franchement, là, j'ai hâte parce que c'est enfin un truc de concret. Là, ça fait plus de 20 semaines que je m'entraîne à la maison, dehors, chez moi. C'est cool, je fais des vidéos YouTube, c'est cool, je mets les posts sur Instagram. Je vois les perfs qui progressent, les intensités qui deviennent de plus en plus dures, les longueurs de nage, de vélo et de run qui s'allongent. Voilà, je passe des 4h30 de vélo, des 3,4 km de natation. Je fais des semi-marathons quasiment toutes les semaines. C'est cool, mais ça reste quand même pas du concret. Et là, le fait d'avoir une course officielle avec un top départ, du monde, un vrai temps, et surtout avant ça, une semaine où j'ai pu me reposer pour arriver en forme le jour J, ça va faire du bien. Et je vais enfin pouvoir voir ce que je veux vraiment sur le terrain. Donc voilà, comme je viens de vous le dire aussi, je vais arriver en forme le jour J, parce que ça c'est un truc à ne pas négliger, c'est quand vous faites une prépa, en l'occurrence là une prépa Ironman, c'est que les semaines s'enchaînent au fil du temps. Chaque semaine se termine, tu te dis putain je viens de valider cette semaine, et la nouvelle semaine commence avec plus d'intensité, plus de volume. Tu valides cette semaine, tu te dis putain yes j'ai réussi cette semaine, et tu dis pas maintenant c'est l'heure de se reposer. Non, c'est juste que ça reprend et en fait tu es constamment en fatigue. Et malgré cette fatigue physique, morale et mentale, tu continues de progresser. Tu as un gros stress moral, un gros stress physique, tu continues de progresser et en fait tu sais pas c'est quoi ton réel niveau parce que tu t'entraînes constamment sous fatigue. Et lors d'une course, vu que le but c'est d'arriver en forme à 100% le jour J, il y a 1 ou 2 semaines avant la course où tu fais ce qu'on appelle des semaines d'affûtage ou de deload. Donc tu vas diminuer progressivement l'intensité et le volume, tu vas plus te reposer pour déverrouiller, on va dire, le maximum de ton potentiel. Et donc ça, j'ai hâte parce que vu que c'est dans 2 semaines, le Ironman 110.3, je commence là la première semaine d'affûtage et semaine prochaine, ça sera la 2e semaine d'affûtage pour arriver en forme le jour J. Et c'est donc la petite transition. Comme je l'ai dit, j'aimerais vous faire le récap de la semaine 19 que je viens de boucler, qui a été une semaine cruciale et extrêmement importante dans cette préparation Ironman. Donc, pourquoi cette semaine 19 était si importante dans cette préparation globale, déjà pour l'Ironman de Tallinn, mais aussi pour la préparation pour l'Ironman 70.3 en Allemagne? Tout simplement parce que déjà, ça fait 19 semaines que je valide absolument toutes les semaines. Il n'y en a pas une que j'ai ratée. Et ça, c'est une première petite fierté personnelle qui te motive encore plus. Franchement, chaque jour, chaque semaine, quand tu vois que tu as validé un truc de plus et que ça te rapproche vers l'objectif final, ça te met en confiance. Et ça, franchement, c'est un truc, j'aimerais vraiment insister là-dessus. C'est valable pour tous les domaines de la vie. C'est comme quand tu te lèves le matin, tu fais une petite to-do list ou une checklist des choses que tu dois faire la journée. Dès que tu fais une chose et que tu prends ton stylo ou autre et que tu coches cette chose de fait, ça t'apporte une satisfaction personnelle, une fierté personnelle qui te met en confiance et qui te motive à continuer et à faire la suite. Et ça, forcément, c'est lié avec la dopamine. Dès que tu réussis un truc ou que tu valides un truc que tu t'es imposé, que tu t'es fixé, ça libère de la dopamine et c'est ça qui va te motiver. Et c'est encore plus crucial quand tu as un objectif très long terme. Ça peut être une course, telle que l'Ironman pour moi, ça peut être un marathon, ça peut être des objectifs de vie long terme, comme acheter une maison, un projet long terme, une entreprise ou même un diplôme. Plus le projet que tu as, il est loin dans le temps, plus tout ce que tu vas faire sur le chemin qui va te rapprocher de cet objectif, ça va libérer de la dopamine et ça va envoyer des signaux à ton cerveau pour te dire que tu es sur le droit chemin et ça va améliorer donc la confiance en soi pour continuer de bosser et de rester motivé vers cet objectif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé. Plus
le chemin est long et dur, plus la récompense que tu auras au final, elle sera puissante et elle va libérer donc de la dopamine sur le jour J quand tu auras atteint cette chose. C'est pour ça que un marathon sur lequel tu t'es préparé pendant longtemps, quand tu passes la ligne d'arrivée, il y a toute cette dopamine qui est relâchée en plus de toutes les autres hormones et donc tu as des sensations de folie. Et c'est pour ça que moi j'aimerais tellement inciter les gens, même mes proches, à essayer de faire ce genre de course. Pas forcément un marathon, ça peut commencer par un 5 km, un 10 km, un marathon ensuite, un semi-marathon, un Irox, bref, plein de choses. Parce que je sais à quel point c'est gratifiant, à quel point ça apporte quelque chose de positif dans la vie et qui a un impact ensuite sur tous les autres domaines de la vie. Parce que quand tu as plus confiance en toi, quand tu es plus de bonne humeur et que tu es heureux et que tu es fier de toi, bah, ça va se transposer sur tous les autres domaines et même avec ton entourage. Donc, c'est un cercle vertueux où tout est tiré vers le haut, tout est poussé vers le haut. Et à l'inverse de ça, j'en ai parlé dans l'épisode sur la procrastination, quand on s'impose et on se fixe des choses et qu'au final on ne les atteint pas, bah, à chaque fois, on perd un petit peu confiance en nous-mêmes parce qu'on n'a pas atteint les choses qu'on a dit qu'on allait faire. C'est pour ça que c'est mieux de se mettre parfois plein de petits objectifs qu'on va valider au fur et à mesure pour se rapprocher d'un gros objectif, plutôt que de se mettre juste un gros objectif qu'au final on ne va pas atteindre. Et pendant toute la durée où on travaillera vers cet objectif, on n'aura aucun moyen de savoir si oui ou non on progresse. C'est pour ça que c'est très important d'avoir plein de petits objectifs. Et donc c'est pour ça, ce que je voulais venir, que avoir fait la 19 semaines d'entraînement validées, donc plus de 130 jours non-stop, ça me met dans un bon mood, ça me met en confiance et c'est ce qui me motive encore plus à continuer. Donc voilà déjà pour ça. Semaine 10... Pourquoi en fait on est à la semaine 19? Tout simplement parce que la prépa, elle a officiellement commencé courant du mois de décembre. Courant du mois de décembre, c'est là où j'ai commencé à faire le vélo en intérieur, à aller nager, à faire la muscu, à tester mon SBD. Mais j'ai officiellement commencé la prépa sur les réseaux, sur YouTube et à tout documenter à partir du 1er janvier. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour compter les semaines et on se rend mieux compte des jours. Et même moi, c'est plus simple. Voilà, je prends juste le 1er janvier, je regarde combien de semaines et combien de jours se sont écoulés et je sais que c'est là que la prépa a officiellement commencé. Donc en gros, là, on est littéralement à 19 semaines depuis le 1er janvier. Donc voilà, semaine 19. Et cette semaine 19, elle a été marquée par pas mal de choses très importantes pour moi et pour la bonne réussite de mes futurs triathlons. La première des choses, c'est que là, vu que je suis à 2 semaines de mon Ironman 110.3, comme je vous ai dit, avant la course, il y a 2 semaines d'affûtage. C'est-à-dire que là, semaine 20 et semaine 21, ça va être 2 semaines d'affûtage. Et donc, ça veut tout simplement dire que la semaine 19, c'était la plus grosse semaine depuis le tout début de la prépa en termes de volume et en termes d'intensité. Depuis le 1er janvier, l'intensité et le volume augmentaient chaque semaine. Il y a eu des petits deloads quand j'étais fatigué, mais sinon, ça montait, mini deload, ça montait, mini deload, ça montait, jusqu'à aujourd'hui, semaine 19, où on a atteint un pic en termes de volume et d'intensité, pic qui va se voir suivi par du coup les 2 semaines d'affûtage. Donc pour ça que déjà, premièrement, cette semaine 19, elle était extrêmement importante et cruciale parce que je savais que si je la validais, j'avais tout simplement validé la plus grosse semaine de toute ma vie. Et donc, ça a été chose faite. Je vous avoue que sur la fin, c'était dur. Là, les 2-3 derniers jours de la semaine, j'avais des grosses séances encore à faire. J'étais fatigué, j'avais mal aux jambes. Et je me suis dit, gros, si tu valides là, ce jour, il ne te restera plus que demain et après-demain. Ensuite, le lendemain, je dis, gros, si tu valides aujourd'hui, il ne te restera plus que demain. Et ensuite, le dernier jour, c'était une sortie longue vélo. On va y revenir. Je lui dis, mec, tu as juste à valider cette séance d'aujourd'hui et tu auras validé ta semaine 19. Genre, tu seras fier d'avoir validé la plus grosse semaine. Et ensuite, tu n'as plus que 2 semaines d'affûtage où tu vas pouvoir te reposer. Donc voilà, super content, super satisfait, super fier d'avoir validé cette semaine 19. Et pour revenir un petit peu sur les chiffres de cette grosse semaine, j'ai eu un total de plus de 16 heures d'entraînement sur la semaine. Je crois que j'ai jamais eu ça. 16 heures d'entraînement, c'est pas énorme. Il y a des gens qui font beaucoup plus, il y a des triathlètes qui font beaucoup plus, ou des sportifs d'autres sports de haut niveau qui font beaucoup plus. Là, je me jette pas du tout de fleurs, mais pour moi, 16 heures, c'est énorme et j'ai jamais fait autant. Donc sur la course à pied, j'ai eu un total de 49 km pour 4 séances de course à pied. Donc 49 km. Vélo, j'ai eu 2 séances de vélo, une fractionnée et une sortie longue que j'ai fait en extérieur, avec un total du coup sur les 2 séances de 160 km. Natation, j'ai eu 2 séances
avec un total de 5,4 km. Donc séance 1, j'avais 3,1 km en piscine. Et séance 2, j'ai fait 2,3 km en eau libre pour la première fois de ma vie. Et ça, on va revenir juste après, c'est très important. Et j'ai eu une séance de muscu avec la reprise d'un squat, bench, deadlift. Donc je suis allé à la salle en début de semaine et j'ai littéralement fait squat, bench, deadlift. Ça m'a fumé le système nerveux, mais c'était nécessaire pour voir où j'en étais au niveau des performances. Et ensuite, dans la semaine, j'ai eu une petite deuxième séance de muscu où c'était un petit peu plus de renfort. Parce que forcément, il ne faut pas négliger le renforcement quand on a une grosse prépa Ironman pour éviter tout type de blessures sur les tendons d'Achille au niveau des chevilles et des mollets, les blessures au niveau des genoux. Bref, ça peut venir très vite, donc il ne faut pas négliger le renforcement. Donc voilà, récap de cette semaine 19. J'ai eu un total de 10 entraînements, 16 heures de séances au total. Et en plus du fait que c'était la plus grosse semaine depuis le début, elle a été marquée par 3 choses très importantes. La première des choses, je vous l'ai dit, j'ai refait un SBD. C'était le premier SBD que je faisais depuis le mois de décembre. Au cours des dernières semaines, j'avais un petit peu arrêté de faire du squat. Je n'avais pas du tout refait de deadlift parce que j'étais pas encore prêt à mettre ça dans la prépa. Et là, vu que le jour J en août, ça s'approche, je dois à partir de maintenant reprendre une programmation spécifique sur le squat, le bench et le deadlift. J'ai donc dû tester à nouveau une répétition sur chacun de ces mouvements. Pas du tout à l'échec, c'était pas du tout mes max, à RPE 7, donc environ 3 reps de l'échec. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que je me sentais extrêmement bien. Donc lundi, début semaine 19, sur le deadlift, j'ai fait un 210 kg avec un RPE 7 à peu près, je me sentais super bien, 210 kg, ça fait trop plaisir. Ensuite, sur le squat, j'ai fait 160 kg. Là, j'avais les jambes forcément un petit peu lourdes, mais pareil, 160 kg, j'en avais encore 2-3 en réserve, donc ça fait trop plaisir. Et développé couché, j'ai réussi à faire une rep à 145 kg en fin de séance. Et là, je pense qu'on avait une, voire peut-être une deuxième en réserve. Donc ça annonce du bon. Je pense que je suis toujours aux alentours des 570 kg, voire peut-être 580 kg de total. Donc pas très loin des 600. Et maintenant, à partir de cette semaine 20, je reprends le travail spécifique sur le squat, le bench et le deadlift, en plus de la prépa Ironman. Voilà, ça c'était la première chose importante pour cette semaine 19. La deuxième chose très importante, comme je vous l'ai dit, un Ironman, c'est soit dans un lac, soit dans une mer pour la partie natation. Et depuis le début de la prépa, ma grosse bête noire, moi, c'est la nage. Pourquoi ? Tout simplement parce que de toute ma vie, je n'ai jamais nagé. J'ai absolument jamais fait de natation. Même au lycée, même au collège, j'ai littéralement jamais nagé. Donc, vu que c'est pas du tout ancré dans mon système nerveux, dans mon corps, dans mon cerveau, je n'ai pas les connexions faites pour ça, j'appréhende depuis le premier jour la natation. Déjà de base, j'appréhendais de nager plus d'1 km, 1,5 km dans la piscine. Mais alors quand je m'imaginais nager 2 km dans un lac, et pour le jour J, nager 3,8 km dans un lac, ça me faisait peur. Vraiment, j'appréhendais. C'était tellement ma bête noire. Et du coup, depuis janvier, j'ai commencé avec des 1 km, 1,5 km en piscine. Ensuite, il y a eu des 1,8 km, 2 km, 2,2, 2,6 km. Et là, depuis plus d'un mois, toutes les semaines, je fais des séances de 2,8 à 3,2 km. Donc déjà là, il y a eu un gros progrès. J'appréhende plus autant d'aller nager parce que je commence à avoir des automatismes. Je commence enfin à me sentir glisser, à bien respirer. La progression est venue assez vite et ça rassure. Et ça doit aussi vous rassurer si toi tu écoutes ce podcast. Je t'assure que c'est pareil dans tous les domaines. Quand tu fais pas quelque chose et que tu n'es pas habitué, t'appréhendes parce que tu sais pas comment ça fonctionne. Tu sais pas quels sont les process. C'est vraiment un flou total. Mais je te garantis que une fois que tu commences et une fois que tu fais confiance au processus, et c'est comme tout, si tu mets le taf régulièrement, chaque jour, chaque semaine, tu vas progresser jusqu'à arriver à un stade où tu vas te dire « Mais attends, comment au début, je pouvais avoir aussi peur de ça alors que là, je suis littéralement en train de le faire normalement toutes les semaines ?» Donc voilà, j'ai bien progressé en piscine, mais jusqu'à cette semaine 19, je n'avais fait que ça, justement, que de la piscine. Je n'avais toujours pas ma combinaison, parce que quand tu fais un Ironman, tu as une combinaison complète en néoprène, et c'est vraiment un truc qui te fait mieux glisser, qui te fait aussi flotter, parce que le néoprène, c'est quand même vachement épais, c'est une espèce de caoutchouc, et on m'a répété plein de fois que quand tu as une grosse combinaison, ça t'aide quand même. Bon, tu flottes pas non plus, mais ça t'aide. On va dire, ça t'enlève un petit peu de poids et tu coules un petit peu moins. C'est comme un pull boy. Pour ceux qui ne savent pas, le pull boy en piscine, en natation, c'est ce que tu mets entre les jambes. Tu sais, c'est l'espèce de petit bloc en mousse
que tu mets entre les jambes pour aider la flottaison au niveau des jambes et du bassin et ainsi mieux travailler ta technique et travailler les bras. Et en fait, avoir une bonne combi en néoprène épaisse, ça fait plus ou moins l'équivalent d'un pull boy. Donc déjà, moi, je me disais, ok, ça m'enlève une petite crainte parce que si j'ai une combinaison le jour J, ça va potentiellement m'aider. Et je sais qu'en piscine, quand j'avais le pull boy, je me sentais bien parce que mes jambes coulaient moins. Et moi, mon gros point faible en piscine, c'est mes grosses jambes de squat et de bodybuilder, entre guillemets, qui me coulent et qui m'empêchent d'avancer et qui me prennent beaucoup d'énergie. Donc vu que quand j'avais le pull boy en piscine, je me sentais bien, je me suis dit peut-être que la combinaison, elle va m'aider et ça me rassure un petit peu. Mais ce qui me faisait peur, c'est le lac. C'est m'imaginer au plein milieu d'un lac, ne pas voir où je vais, ne pas voir sous l'eau parce que dans une piscine, c'est clair, tu as la ligne, tu sais où tu es. Dans un lac, tu peux nager complètement de travers sans voir que tu vas de travers si tu ne regardes pas devant. Et pareil, je me suis dit, imagine pendant les 3,8 km ou même pendant les 1,9 km de l'Ironman 110.3, juste 1,9 km, hein, je me disais, ça me fait trop peur. Imagine, pendant que je nage dans le lac, je ne peux pas m'arrêter. Parce qu'à la piscine, tu as le rebord, tu sais, tu peux te mettre au rebord, tu enlèves la buée de tes lunettes, tu bois un petit coup, bah, tu souffles, tu as le rebord. Si tu es fatigué, tu as le rebord. Et là, je me dis, dans le lac, il n'y a pas de rebord. Imagine, je ne peux plus nager, je suis fatigué, je suis essoufflé, il y a des gens autour de moi, je ne peux rien faire. Je suis obligé de nager, mais imagine, j'arrive plus à nager, mais je ne peux pas m'arrêter. Et donc, vraiment, j'appréhendais ce fait d'aller dans un lac. Du coup, pour cette semaine 19, vu que j'étais à 2 semaines de l'Ironman, enfin à 3 semaines du coup, je me suis dit, base, c'est le moment d'aller en eau libre. Je venais de recevoir ma combinaison, on parlait de coût avant, qui m'a coûté plus de 700 €. J'en ai parlé dans une vidéo YouTube. Voilà, ça aussi, la combinaison, c'était cher parce que je voulais flotter, je voulais une grosse combinaison. Je me suis dit, des Ironman, je ne vais pas en faire 12 000, donc c'est pas grave. J'achète une bonne combinaison. Bref, elle est arrivée, je l'ai essayée, elle m'allait parfaitement bien. Et il fallait que j'aille la tester en lac. Je suis donc allé, pour cette semaine 19, la semaine dernière, dans un lac, un plan d'eau qui est pas loin de chez moi à Mulhouse. C'était environ 25 minutes de route. Je suis allé avec ma copine et je me suis dit, vas-y, c'est le moment de tester la nage en eau libre. J'ai fait un total de 45 minutes dans le lac, tout seul, et j'ai nagé environ 2,3 km. Donc plus que la distance que je vais faire dans 2 semaines, vu que je dois faire 1,9 km. Au début, je me suis arrêté à 1,8 km et je me suis dit, vas-y, fais juste encore un peu plus, comme ça tu sais que tu as fait plus que la distance que tu devras faire et ça va te mettre en confiance. Donc j'ai terminé avec 2,3 km pour environ 45 minutes et les ressentis de cette première nage en eau libre, franchement, ça m'a enlevé un poids. Vous imaginez pas à quel point ça m'a rassuré et j'aimerais juste vous dire que quand vous avez peur de quelque chose, faut juste franchir le cap et faire cette chose. Et après, tu vas te dire, putain, mais en fait, j'avais peur de ça, alors que c'est juste ça. Mais vu que ce qui nous fait peur, en fait, c'est pas la chose. Ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu. C'est comme quand tu veux lancer ta chaîne YouTube, quand tu veux lancer une entreprise, quand tu veux envoyer un message à cette personne. Ce qui fait peur, c'est pas l'action en elle-même, c'est l'inconnu. C'est le fait de savoir que ça peut rater. C'est le fait de savoir que ton entreprise, elle peut ne pas fonctionner. C'est le fait que le message que tu vas envoyer, la personne en face, elle peut s'en foutre royalement. C'est le fait que nager en eau libre, peut-être que tu ne seras pas capable de le faire et que ça va remettre tout ton projet en question. Mais en fait, une fois que tu as franchi le cap, que tu tournes ton cerveau en mode off et que tu le fais, et une fois que tu l'as fait, tu te dis « Putain, mais c'était que ça !» Tu te demandes même pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Et ça m'a enlevé un poids et c'est littéralement ce qui s'est passé avec la nage, parce que je pense que je vais y retourner du coup cette semaine dans le lac. Mais vu que je l'ai fait, je sais comment c'est maintenant. Genre quand je m'endors le soir et que je pense à la course Ironman, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment pour visualiser, je sais comment c'est de nager dans le lac. Je sais comment c'est de respirer, de regarder devant pour voir si je suis bien droit. Et j'ai remarqué que c'était pas terrible en fait. C'était pas aussi terrifiant que ce que je m'imaginais. Et je me dis, putain, pendant 19 semaines, j'avais peur de ça. Et là, je l'ai enfin fait. Et je me suis dit, bah putain, je l'ai fait quoi. Ça y est, c'est un truc de plus de cocher, un petit shot de dopamine en plus qui me met en confiance pour la quête ultime de l'Ironman. Et donc voilà, franchement, ça fait plaisir. Semaine 19, j'ai donc fait ma première nage en eau libre. J'ai pu tester pour la première fois ma combinaison et ça m'a trop rassuré. Franchement, j'appréhende encore le fait qu'il y ait beaucoup de monde parce que là, j'étais dans le lac mais j'étais tout seul. Apparemment, le Ironman, forcément, vous partez à beaucoup, donc tu peux te prendre des coups. J'ai peur éventuellement de perdre mes lunettes, de devoir m'arrêter. Mais vu que j'ai vu ce que ça faisait de s'arrêter dans le lac,
j'ai vu qu'en fait, tu flottes, hein, tu bouges, tu peux te mettre sur le dos, tu peux faire de la brasse. C'est vraiment, entre guillemets, tranquille, même si c'est une course, il faudra quand même aller vite. Voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré et j'appréhende beaucoup moins du coup les 1,9 km que je vais devoir faire dans 2 semaines. Pour le mois d'août, l'Ironman full, 3,8 km en one shot, ça me fait quand même encore un petit peu peur, mais déjà beaucoup moins. Et donc voilà, semaine 19, il y a eu cette première nage en eau libre et le premier test de la combinaison qui s'est annoncé trop concluant et trop positif. Et je vous ai dit donc pour cette semaine 19, il y avait 3 choses importantes. Première chose, c'était la reprise du SBD. La deuxième chose, c'était la première nage en eau libre. Et la dernière chose qui était importante pour cette semaine, et c'est une chose que j'appréhendais pour l'Ironman 70.3, je vous l'ai dit, c'est The Land of the Thousand Hills, donc la ville des 1000 collines. Et je vous ai dit que je n'ai jamais fait de dénivelé de ma vie. Donc là, pareil, semaine 19, c'était l'occasion, j'avais une sortie longue de 4h30 à faire. C'est donc l'occasion de sortir mon vélo pour aller faire, pour la première fois de ma vie, du dénivelé. Donc j'arrive au bout de la semaine 19, il me restait juste une séance à faire et c'était la plus grosse séance littéralement de toute la prépa et de toute ma vie parce que je devais faire non seulement 4h30 de vélo, mais enchaîner avec un run de 45 minutes, soit une séance totale de 5h15 avec la transition. C'est-à-dire que je devais vraiment faire 4h30 de vélo, je rentre, j'enlève direct mes chaussures de vélo, je mets direct les baskets de course à pied et je pars directement courir 45 minutes. Je vais vous expliquer après, ça s'est terminé pas aussi bien que ce que j'imaginais, mais en tout cas, revenons à la partie vélo. Comme je vous l'ai dit, c'était la première fois que je me suis dit c'est l'occasion de faire du dénivelé. Comme ça, de une, j'expérimente le dénivelé, ça me met en confiance pour la course qui arrivera dans 2 semaines. Et aussi, ça me permet de découvrir de nouveaux paysages. J'y suis allé avec un pote, c'est lui qui a guidé le truc parce qu'il connaissait un peu le coin. Et donc, le temps est passé beaucoup plus vite. Franchement, ça change des 4 heures que j'ai fait sur le home trainer. Parce qu'à chaque fois que je sortais, je crevais, donc je terminais sur le home trainer et le temps que je change mon pneu, etc. Blabla. Bref, là, j'avais enfin reçu un nouveau boyau. On m'a changé le boyau complet. Et c'est pour la première fois que j'ai pu faire la sortie de 4h30 entièrement dehors. En plus, il faisait extrêmement beau. J'étais avec un pote. Et enfin, il m'accompagnait juste pendant 2 heures. Et on a donc fait du dénivelé. J'ai donc fait un total de, pour ceux qui connaissent, 4h30 pour exactement 107 km. Et un total, tenez-vous bien, c'est pas énorme, mais pour moi, c'était beaucoup. Un total de 1400 mètres de dénivelé. Voilà, là, dans 2 semaines, j'aurai seulement, guillemets, 860 mètres de dénivelé. Là, j'ai fait 1400, soit quasiment le double. Et je peux vous dire que je les ai sentis passer. Et c'est là que, comme je vous l'ai dit au début du podcast, le temps en fait de l'Ironman va être vraiment défini par le vélo. Parce que vu que tu as 180 km de vélo à faire, suffit que tu gagnes juste 1 ou 2 km à l'heure, ça t'ajoute directement 20 à 30 minutes par rapport à ton temps. Donc si tu as du dénivelé ou non, le temps final il n'aura rien à voir. Et c'est donc pour ça que là vous voyez bien, j'ai fait 4h30 de vélo et j'ai fait seulement en guillemets 107 km. Alors que 4h30, si je l'avais fait sur du plat, j'aurais été à quasiment 130-140 km. Donc en tout cas, tout comme la nage en eau libre, lorsque je m'imaginais dans ma tête le dénivelé ou monter des cols, vu que j'ai jamais monté de col, je me suis dit, ok, je vais me mettre sur les petits pignons, je vais pédaler tout vite, mais imagine à un moment, j'ai tellement mal aux jambes que j'arrive plus à monter, et imagine, je m'arrête. Je sais que c'est pas possible, mais vraiment dans la tête, j'ai l'impression que si le col il est trop raide et que j'ai plus de jus, je peux être à l'arrêt et ne plus pouvoir monter, tu vois. Je me suis dit, limite, tu dois pousser le vélo. Mais en fait, là, tu vois, j'ai fait 1400 mètres de dénivelé. Ça s'est passé super bien. J'étais sur le petit pignon. Je ne me suis pas mis du tout en danseuse. Je suis resté assis sur la selle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas de vélo, quand tu mets en danseuse sur le vélo, c'est quand tu te lèves de la selle et que tu pédales pour mettre plus de jus. Là, je me suis dit, je reste assis tout le long. Comme ça, je travaille vraiment le pédalier. J'essaye de pédaler bien vite. Et ça s'est super bien passé. Voilà, total de 1400 mètres de dénivelé, 4h30. J'étais bien hydraté. J'avais pris mes gels, j'avais pris mes électrolytes. Tout s'est bien passé de A à Z. Jusqu'à ce que, donc ça c'était pour la première partie vélo, dénivelé, coché, ça m'enlève un poids. Je me dis ok, c'est comme ça de monter un col, c'est comme ça de prendre les descentes. Ça m'a rassuré. Mais du coup, bref, ça c'était cool. 4h30 de vélo, j'arrive à la maison, j'enlève mes baskets. Et là, je sens quand même que je commence à être KO. J'enfile mes baskets de run, je sors. Et là, j'avais 45 minutes. Mais ce n'était pas juste 45 minutes courir doucement.
Je devais faire 1 km à allure très rapide, 1 km à allure un peu moins rapide, mais quand même très rapide, et ensuite 4 km à allure rapide. 4 km, je ne sais pas si vous imaginez. Du coup, bref, je sors. Le premier kilomètre que je devais faire très rapide, je devais le faire à 4,00 d'allure, pour ceux à qui ça parle. Je subis vraiment énormément, mais je le fais plus ou moins à l'allure demandée, parce que je me suis dit, vas-y, c'est le premier, boucle au moins celui-là. Là, il y a quelques minutes de repos, donc je trottine tranquillement, et je me dis, putain, le deuxième kilomètre que je dois faire vite, je vais vraiment le subir. Deuxième kilomètre qui commence, je donne tout ce que j'ai, ça commence à devenir dur, je vois que je suis à 500 mètres, je vois qu'il me reste 400, il me reste 300, je donne tout, j'ai les jambes lourdes, je suis fatigué, j'ai envie de tomber, vraiment, je suis KO, mais je valide ce deuxième kilomètre. Là, de nouveau, quelques minutes de récup, et là, je me dis, mais attends, vu l'état dans lequel je suis là maintenant, j'ai encore 4 km à faire rapidement. Dans ma tête, c'était mort. Dans ma tête, je savais que j'allais pas réussir. Donc, je me suis dit, essaye de faire au moins le premier kilomètre sur les 4 rapides. Donc là, le temps de repos, c'est cool. Je repars, je fais les premiers 100 mètres. Et là, les gars, j'ai envie de mourir. Je fais 200, 300, 400 mètres. Je valide quasiment le premier kilomètre. Et en fait, je l'ai validé parce que je me suis dit, vas-y, donne tout sur 1 kilomètre et après, je m'arrête. J'arrête la montre, je me pose à l'ombre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti à 10h le matin pour faire le vélo. Là, il est 15h, je suis en plein soleil, il n'y a pas de vent, il fait plus de 25 degrés. Depuis 10h, je suis dehors, c'est-à-dire que ça fait littéralement 5 heures que je suis dehors en plein soleil. Là, je m'arrête à l'ombre et j'ai filmé un truc pour YouTube et je suis en train de dire à la caméra, parce que je documente tout, donc je me dis, vas-y, il faut que je filme aussi dans les moments durs. Et à la caméra, je dis, les gars, j'ai 4 km à faire, c'est impossible. C'est la première fois depuis le début de la prépa que je ne peux pas terminer la séance. Enfin, je ne peux pas respecter la séance à faire parce que, en fait, si je continue, je tombe. Je commence à avoir un mélange d'insolation, de fatigue, les jambes lourdes. Je sens que j'ai plus d'eau, j'ai plus d'électrolytes. Je sens que je me tape un coup de chaleur. Et du coup, il me restait 20 minutes de run. Donc, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de faire la course rapide, j'ai tout simplement fait 20 minutes en endurance fondamentale, vraiment très léger. Mais dites-vous, je courais extrêmement doucement. Et j'étais quand même à plus de 165 battements par minute. Mon cœur, j'étais KO. Franchement, c'était la dernière fois que j'avais cette sensation, je crois que c'était pendant le marathon des sables. Donc, il faut savoir que c'est quand j'étais à 100 km de marche-course à pied, en plein milieu du désert du Sahara, complètement KO. Non, ou alors pendant le Hyrox. Quand j'ai fait le Hyrox à Manchester après les burpees et que j'ai eu un blackout. Mais vraiment, cette sensation, je ne pouvais plus continuer le run. Et j'ai quand même, du coup, terminé les 45 minutes de course à pied, mais c'est juste pour vous dire que je suis allé au bout de cette semaine 19. J'ai fait mes 4h30 de vélo avec 1400 de dénivelé. J'ai fait les 3 premiers kilomètres de course à pied qu'il fallait, mais après, je pouvais juste plus continuer à l'allure demandée. Donc en soi, j'ai pas validé la séance avec l'allure qu'il fallait, mais j'ai validé la séance au niveau du temps et ça reste ça le plus important. Le plus important, ça reste que j'ai pas abandonné, j'ai préféré prendre une petite pause pour mieux repartir derrière et boucler la séance plutôt que d'exploser en plein vol. Et voilà, je suis rentré chez moi. Je pensais, je voulais trop abandonner, mais la seule chose que je me remémorais, c'était gros, t'as juste à terminer cette putain de semaine 19 et être fier. Et ensuite, t'as 2 semaines d'affûtage où ça va être plus ou moins tranquille. Et quand tu te dis, t'as que 20 minutes à courir pour valider toute une semaine, toute une prépa, tu peux pas abandonner maintenant. Tu peux pas abandonner pour 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et c'est pareil pour quand je serai sur le jour J. Admettons l'Ironman. Imagine, tu as fait 10 mois de prépa. Tu as fait 3,8 km de natation, 180 km de vélo et il te reste 10 km à courir. Tu peux plus abandonner. Parce que si tu abandonnes maintenant, tu abandonnes alors que tu as fait 10 mois. Pendant 10 mois, tu n'as jamais rien lâché. Et c'est toujours ça à quoi il faut penser. Il faut toujours réussir à s'attacher à certaines choses, il faut s'attacher à la récompense, il faut s'attacher à d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, et c'est ça qui nous permet de rester motivés et de rien lâcher. Donc voilà, cette semaine 19 a été validée. Maintenant, j'ai 2 semaines d'affûtage. Semaine 19, je le répète pour le petit résumé, qui était la plus grosse semaine de toute ma vie. Plus de 7 heures d'entraînement, reprise du SBD, première fois que je nage en eau libre, première fois que je fais du dénivelé
et toute la semaine a été validée et ça fait juste trop plaisir. Maintenant, on attaque donc la semaine 20 et la semaine 21. Donc la semaine 20, j'ai quand même pas mal d'entraînements, mais en fait, j'ai les mêmes entraînements, sauf qu'au lieu de faire 4h30 de vélo, j'ai que 3 heures de vélo. Au lieu d'aller courir 2 heures, je vais que courir 1h30. Donc c'est vraiment une semaine qui est beaucoup plus tranquille. J'en ai fait plein des comme ça. Et donc c'est trop cool. La semaine suivante, c'est la semaine de la compète. Donc je vais avoir seulement 3 ou 4 entraînements. Seulement 5 heures d'entraînement sur toute la semaine. Et ensuite, le dimanche 26 mai, le jour J. Donc là, au moment où je filme ça, c'est dans 2 semaines. Putain, j'ai trop hâte. Je sais que là, le plus gros a été fait. J'ai fait 19 semaines de prépa. J'ai tout validé. J'ai tout respecté. Faut faire confiance au processus, faut faire confiance en ses aptitudes. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu en es capable. Faut faire confiance au coach aussi. Et voilà, là, il n'y aura plus qu'à aller en Allemagne samedi pour déposer les sacs, faire les sacs avec les transitions, mettre tout le matériel dedans. Je ne vais pas venir dans les détails dans ce podcast pour pas que ce soit trop long, mais je pense que je vous en referai un, soit juste avant la course, soit juste après la course pour vous dire comment ça s'est déroulé. Forcément, il y aura un podcast à part entière sur ce premier Ironman de ma vie. Et voilà, je pense qu'on arrive gentiment à la fin de cet épisode qui fait quasiment 1 heure. Et quel plaisir en fait. Quel plaisir de me mettre derrière ce micro et de pouvoir parler de vive voix, de mon expérience, de comment je me sens. Ça fera des beaux souvenirs pour moi, pour ma prépa. Et j'espère que vous, ça peut vous apprendre des choses, vous instruire, vous inspirer. Et ce que je compte faire en fait là pour toutes les prochaines semaines, c'est vous parler de plein de sujets bien spécifiques à la muscu, au triathlon, comment combiner les deux, le Hyrox aussi, quelque chose sur lequel je vais me mettre, vous donner le maximum de conseils, le maximum d'infos et aussi un maximum de retours d'expérience. Donc là, on va être parti, pas sur un podcast toutes les semaines parce que je ne vais pas m'envaser là-dessus avec la prépa Ironman, mais je peux vous assurer qu'il y aura des podcasts vraiment réguliers, solo, où je vais simplement parler comme ça parce que j'aime ça, j'aime écouter ça, c'est ce que j'écoute pendant que je cours, j'écoute des gens parler de leurs expériences, c'est beaucoup trop cool et j'ai envie de pouvoir vous proposer ce type de contenu. Je vous avoue que je regrette de ne pas l'avoir fait un petit peu plus tôt, là on est à la semaine 19 et je documente que la semaine 19, alors que j'aurais pu faire la semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, t'imagines, on aurait pu avoir 19 épisodes, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que là j'ai repris le micro, j'ai rallumé le logo qui est derrière moi pour ceux qui regardent sur YouTube et pour ceux qui nous écoutent sur Spotify. Merci d'être là, que ce soit dans ta voiture, pendant ton run. C'est vraiment trop cool. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce podcast n'est pas sponsorisé. Donc la meilleure façon de le soutenir et de soutenir mes projets, c'est de mettre une review de 5 étoiles. Si là maintenant tu es sur une plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Amazon, Google, ça prend littéralement moins de 10 secondes. Tu as juste à cliquer sur les 3 points, tu as à mettre une note sur ce podcast. Tu peux mettre 5 étoiles, tu peux même mettre 4, 3, 2, voire même 0 étoiles. Si ça ne te convient pas, si ça ne te plaît pas, mais je te garantis que si tu mets 5 étoiles, ça m'aide vraiment énormément. On a plus de 2000 reviews de 5 étoiles. C'est juste exceptionnel et je ne sais pas comment vous remercier. Donc voilà, merci à tous ceux qui font ça. Et si tu es sur YouTube, tu peux juste t'abonner. Ça me donne énormément. Donc voilà, merci pour ça. Et donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je n'ai pas trop de résumé à faire, à part que semaine 19 validée. Nous sommes à 2 semaines du premier Ironman 70.3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou autre, ce que vous aimeriez voir comme type d'épisode pour ça. Et si vous aimez ce type de contenu vraiment raw, où je vous fais simplement un récap de mes entraînements et de ma vie de athlète / créateur de contenu / entrepreneur, on va dire. Parce que là, il y a plein de choses qui arrivent et j'ai trop hâte de faire les épisodes que... Je suis noté plein de sujets, là, j'ai le document ouvert sous les yeux, trop de choses. Je ne vais pas vous spoiler maintenant, mais ça annonce du lourd, donc n'hésitez pas à vous abonner et à rester dispo. Et si vous voulez en voir plus, forcément, vous avez mon compte Instagram sur lequel je poste tous les jours des stories et des posts et mes vlogs sur YouTube avec 2 vlogs par semaine où vous voyez en détail tous mes entraînements, que ce soit les entraînements de muscu, de natation, de course à pied et de vélo. Je me réjouis d'avance des prochaines semaines, ça va être beaucoup trop cool. Et voilà, fin de cet épisode. Au niveau de la marque de vêtements Basse Performance, il y a du très lourd qui arrive courant juin avec enfin la gamme de running, c'est-à-dire qu'il y a des débardeurs pour la course à pied et des shorts pour la course à pied. Et en attendant, vous pouvez retrouver toute la collection sur la boutique baseathletics.com. Les liens sont aussi dans la description. Il y a tous les accessoires de powerlifting avec
la ceinture de power en cuir 13 mm, on a les flasques de running de 50 centilitres et on a toute la gamme de vêtements, la gamme sport et la gamme de ville avec nos t-shirts oversize, les pulls, bref, vous connaissez. Merci à tous ceux qui commandent, merci à tous pour vos retours, tous les mails qu'on reçoit et les DM sur Instagram. C'est juste trop motivant et je suis trop reconnaissant pour tout ça. Donc voilà, merci à tous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et on se retrouve surtout dans 2 semaines, le 26 mai, à Kraichgau en Allemagne pour mon tout premier triathlon et mon tout premier Ironman 70.3. Force à vous pour tous vos projets, prenez soin de vous et le taf est fait. Ciao.